Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est François Feuillet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, PDG de Trigano. Vous êtes le roi du camping-car. Ça vous énerve quand on dit c'est le roi du camping-car? Leader européen du camping-car, et pas seulement le camping-car. 25 marques différentes, Chausson, Challenger, Adria et d'autres, cotées sur Euronext. Un peu moins de 2 milliards d'euros de capitalisation boursière. Une action en hausse de 350% en 5 ans. Pourquoi autant de marques? Pourquoi pas rationaliser un petit peu là quand je vois 25 marques Eh bien, parce que le camping-car n'est pas une voiture, le camping-car est une maison. Et les gens aiment vivre dans des maisons qui sont meublées de façon différente, décorées de façon différente. Ah. Et donc, un appartement ne ressemble jamais à l'appartement du voisin. C'est pour ça qu'ils veulent que leur camping-car leur ressemble et ne ressemble pas à celui du voisin. Donc il n'y aura jamais de rationalisation quand vous resterez sur un portefeuille de 25 marques comme ça? Absolument. Je pense que c'est une des raisons du succès de Trigano, c'est d'avoir su apporter un choix extrêmement important aux clients du camping-car. Le roi du camping-car, donc ça vous énerve ou pas quand on vous appelle comme ça? Oui, ça m'énerve un peu parce Mais que je sais, je vois bien. finalement, c'est pas tellement l'objectif. L'objectif, c'est d'être une entreprise européenne qui... Encore une fois, c'est un Français qui est leader européen du secteur. Oui, le numéro 2 est un Allemand, donc, qui est d'ailleurs possédé par un Américain. Exactement. Et donc, c'est... c'est Thor, l'américain Thor qui a racheté, non? Oui, ça absolument. Ouais. Donc, le numéro 2, en Europe, c'est un Allemand. Et donc, je pense que c'est une bonne chose. On a beaucoup progressé. Le groupe Imer, puisque c'est le groupe Imer dont il s'agit, était depuis longtemps le leader européen du camping-car quand on a commencé à fabriquer le camping-car. Et aujourd'hui, on l'a largement dépassé. Ouais, en deux mots, le profil, encore une fois, et le style de consommation de ceux qui pratiquent le camping-car, en France, à l'étranger, comment on se compare? Juste pour brosser un peu le Alors, en France et à portrait. l'étranger, la clientèle est assez... en Europe, la clientèle est assez homogène. Donc, il s'agit de personnes qui ont à la fois le temps pour utiliser le camping-car et l'argent pour l'acheter. Donc, ça veut dire qu'ils ont des revenus, une capacité d'emprunt ou un capital. Et ils ont le temps d'y passer 70 nuits par an. Donc c'est un truc de famille, c'est un truc, je sais pas, de senior, c'est un truc de... C'est un truc de senior, c'est un produit typiquement senior. C'est pas un truc de famille, moi je voyais ça plutôt comme une... Non, les familles, ils s'occupent de plein de choses. Il faut aller au cours de danse, il faut dépenser de l'argent pour les études des enfants. Alors qu'avec le camping-car, on peut consacrer tout son temps et tout son argent au camping-car. Donc il faut que, au fond, les enfants soient partis. Les Américains disent double income, kids are gone. Double income, quoi? Kids are gone. Kids are gone. Et donc, ça, c'est clair que cette population... Enfin, en même temps, quand on voit les images, on voit que la personne qui est dans son camping-car, elle n'est pas senior. Hein. Bah, ils sont forts, ils sont forts. Ils nous mettent des images publicitaires. Une petite jeune pour la pub, et en fait, en réalité... On fait croire à la personne qui va l'acheter, qui a 57 ans en moyenne, qu'elle est aussi jolie que la personne que vous voyez dans l'image. Bon. Chacun pensera ce qu'il veut de cette sortie-là. Bon, plus sérieusement, vos différentes présences, encore une fois, vous êtes numéro 1 en Europe. C'est intéressant parce qu'il y a la France, un tiers de vos ventes. Oui. Après, il y a l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne. Avec des positions qui sont fortes, hein, c'est numéro 2 en Allemagne. Hein. On est numéro 2 en Allemagne, avec 18% de part de marché, mais on est premier en France, en Angleterre, en Italie, en Espagne, en Belgique. Donc, à part l'Allemagne et les pays... nordique et autour de l'Allemagne, Autriche, Hollande et Suisse, on est numéro 1 partout. Ouais. Être justement essentiellement en Europe, alors qu'on sait, on le répète régulièrement, on parlait de la croissance américaine justement, croissance américaine, ils sont là et qui croient beaucoup plus vite. Être trop sur l'Europe, ça veut dire se priver justement de potentiel de croissance plus élevé ailleurs qu'en Europe? Nous avons bien sûr évalué à nombreuses reprises la possibilité d'être présent aux États-Unis ou en Chine, qui sont les deux marchés qui font rêver. Mais franchement, il n'y a pas beaucoup de synergie entre un produit européen, qui est un produit relativement petit, limité par le permis de conduire à 3,5 tonnes, et le produit américain. Le produit américain, il paraît que ça fait rêver. Hein. Il paraît que même ceux qui sont pas fans des camping-cars en France, ils m'ont dit, mais aux États-Unis, mais c'est une maison, c'est exceptionnel. On a un petit problème de micro. Vas-y, bonhomme, lève-toi. On vous réinstalle un petit micro pour être sûr qu'il n'y ait pas de petits grésillements. Il y a vraiment une grosse différence. François Feuillet, donc voilà, entre le camping-car à la française, à l'européenne et le camping-car à l'américaine. C'est un problème de taille.
Hein? Le camping-car américain est très grand. Il est composé avec des matériaux extrêmement médiocres et il n'a pas de design parce que le poids n'a aucune importance. Alors que le produit européen est un produit hyper sophistiqué, hyper léger. Bon, très bien. Et donc, juste le créneau le plus porteur, je me demandais, entre le camping-car, encore une fois, la caravane, le van, qu'est-ce qu'il y a de plus dynamique? Le van. Ah, parce que? Alors, c'est un phénomène qui dure depuis quelques années, Ouais. parce qu'il y a un côté plus facile à garer, c'est moins grand, plus facile à conduire, donc plus les personnes sont âgées, plus elles se dirigent vers le van, parce que c'est facile. Et les jeunes, eh ben, ils retrouvent un petit peu le plaisir d'une vie post-étudiante, avec un confort certes plus faible, mais avec la possibilité d'avoir la liberté que donne le camping-car sans les difficultés que donne un camping-car trop grand et trop cher. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu les chiffres, vos résultats, les comptes qui ont été publiés il y a ça quelques jours. On a un bénéfice net qui est en baisse. Pour le coup, c'est marrant parce que de voir la réaction des marchés, qui pour le coup, l'action a pris, je crois, 10% le jour de l'annonce des résultats, et pourtant, alors là, souvent les marchés peut-être avaient anticipé les mauvaises nouvelles. Bénéfice en baisse, on le rappelle, de 10%, 167,5 millions d'euros, une marge en baisse à 9% contre un peu quasiment 10% de marge un an plus tôt. Donc des chiffres qui sont pour le coup, vous diront certains, décevants en dessous. Et en même temps, la réaction des marchés qui est positive. Ça a été une bonne surprise pour vous de voir cette réaction des investisseurs? Non, pas du tout. J'attendais Il n'est parfaitement. jamais surpris, hein, François Feuillet. J'attendais parfaitement cette réponse, parce qu'il faut savoir que le marché du camping-car a été frappé en Europe cette année par la modification des normes anti-pollution. Donc, Ah, vous aussi, ça vous a impacté? Bien sûr, le camping-car est un produit lourd qui fonctionne au diesel. Donc, on a changé de norme, on est passé de la norme Euro 6B à l'Euro 6D. Ce qui veut dire qu'il y a eu, durant toute l'année, un phénomène colossal de déstockage des réseaux. Ouais. Et donc, autant Trigano, le marché a progressé, les parts de marché de Trigano en Europe ont progressé, mais nos ventes ont légèrement baissé. Et ces ventes qui ont légèrement baissé, à périmètre constant, elles ont provoqué, bien sûr, une baisse d'amortissement des frais fixes. Et parallèlement, bien sûr, qui dit nouveaux châssis, fournis par des grands constructeurs automobiles, dit retard d'homologation, retard de livraison. Donc tous etc., ces retards, etc. tous ces pépins, c'est du 2019. On oublie ça pour 2020. C'est exactement ce que le marché a compris, ce que les analystes ont compris. Ils avaient peur finalement d'une dégradation des résultats beaucoup plus forte. Ils ont trouvé que Trigano était assez résilient. Et donc, je pense que 2020 se présente. Il y a une accélération. C'est meilleur. Il y a une accélération sur 2020 d'attendus sur les ventes. Je disais que chiffre Thor, leader américain, le marché du camping-car en Europe devrait croître de 5 à 7%. Oui, c'est ce que dit Thor. Ouais. Ils ont raison, ils ont tort. Ils sont très optimistes. Ils sont américains en même temps. Et ils ont tort, c'est normal pour Thor. donc pour vous, le marché sera en dessous de ça? Le marché va progresser, mais je suis incapable de dire si c'est entre 5 et 7. Je pense que ça plutôt sera la fourchette. Plutôt en bas de la fourchette, oui. Ouais. Et vous, là-dessus, vous êtes en capacité à faire mieux? Eh ben, nous sommes en capacité à faire mieux. On a fini notre programme d'augmentation de nos capacités de production. Donc là, les dépenses d'investissement sont derrière nous. On est en train de réorganiser en productivité certaines usines, donc qui devraient nous permettre à la fois de trouver des volumes qui répondent mieux à certains marchés, et on devrait être aussi capable d'améliorer, d'abaisser nos prix de revient. Ouais, je vois justement, là, c'est quoi les tarifs? J'ai oublié de demander une question à la con, j'aurais dû la poser dès le départ. Ça coûte combien? En même temps, je lui ai posé la question en antenne, il m'a dit 60 000 euros Ouais, en moyenne, c'est ça? C'est ça. Et en termes de gamme de prix, c'est une moyenne après, c'est quoi les écarts? On peut dire que les camping-cars commencent un peu au-delà de 49, commencent un peu au-delà de 40 000 euros, et ça se termine à 1 million. Ah, c'est un bon. Ah ouais! Un produit type américain, un produit type américain, pour lesquels il faut un permis poids lourd, donc qui ressemble à un autobus, on va dire. Un peu, grosso modo, ça peut coûter jusqu'à 1 million. Mais ceux qu'on voit là? Mais ceux qu'on voit là, c'est 60 000. D'accord. Et en même temps, après, on ne paye plus l'hôtel, c'est l'avantage. Non, après ça, on a la liberté, on a l'économie, on ne paye plus l'hôtel, on peut faire les courses où on veut. Et on est très, très bon pour l'environnement, puisque j'y pensais justement, on est privé d'électricité. Et donc, une étude norvégienne, et les Norvégiens sont très, très à cheval sur l'environnement, montre que les vacances en camping-car sont les vacances les plus favorables à l'environnement après rester à la maison. Donc, je pense que c'est plutôt une très, très bonne nouvelle pour
pour notre Mais produit. ils sont à l'essence, j'imagine, les camping-cars. Ils sont tous au diesel Au actuellement. Il n'existe pas de véhicule utilitaire à essence en Europe et il n'existe pas de moteur essence capable de faire fonctionner un véhicule de 3,5 tonnes actuellement sur le marché. L'électrique est quelque chose auquel on pense, bien sûr, mais ça provoque un problème de poids environ 500 à 600 kilos pour mettre les batteries capables de faire fonctionner un véhicule de 3,5 tonnes, ce qui implique une modification de la législation sur le permis de conduire, modification auquel s'est toujours opposée la Commission de Bruxelles, mais ils ont maintenant, raison d'environnement oblige, commencé à dire qu'ils allaient ouvrir la discussion pour faire passer la limite du permis B, qui est aujourd'hui de 3,5 tonnes, à 4 tonnes. Donc il y a un gros travail de lobbying. Il y a un gros travail. Énorme. Bon, ça prend du temps. À vous écouter, François Feuillet, 2020, c'est l'année de la reprise. Enfin, de la croissance. Croissance du chiffre d'affaires, croissance des ventes pour Trigano, ou c'est trop tôt pour l'affirmer, vous en avez la certitude aujourd'hui. J'en ai pas. Parce que sur 2019, croissance à plus 0,6% du chiffre d'affaires. Ouais. Donc, absolument. Et un peu moins même à titre organique, à périmètre constant. Donc ce que je pense, c'est que pour moi, je ne peux pas affirmer à 100% que ce sera une reprise aussi importante, mais c'est ce que j'ai expliqué déjà depuis de nombreux mois, c'est que Trigano fait un peu plus de 15% de son chiffre d'affaires en Grande-Bretagne, où on est leader, et la Grande-Bretagne pose de gros problèmes avec le Brexit, ou le non-Brexit. On en saura un peu plus cette semaine, vous avez vu. Hein, on en saura un peu plus cette semaine, et j'espère que ça permettra de rassurer les ménages britanniques pour qu'ils puissent acheter sans peur. Le marché qui vous plombe en Europe, c'est pour le coup, c'est le UK, c'est le Royaume-Uni. L'Angleterre, oui. C'est l'Angleterre qui aujourd'hui est un marché. Et c'est la clé pour vous qui n'est pas positif. Bien sûr. La clé pour Trigano, on fait plus de 15% de notre chiffre d'affaires en Grande-Bretagne. Et comme les Anglais conduisent de l'autre côté de la route, les marges sont un peu supérieures en Angleterre que dans les autres pays européens. Pourquoi ? Parce que le produit est spécifique et ils ne peuvent pas acheter dans les autres pays. Ils sont obligés d'acheter le produit. Quand ils le veulent, ils sont prêts à le payer un peu plus cher. C'est la même chose pour l'automobile. Encore une fois, il y a une nouvelle gamme, je crois aussi. Ce qui vous rend confiance, ce que je disais, c'est qu'il y a une nouvelle gamme de produits qui sont arrivés, qui apparemment sont bien accueillis. C'est ça aussi qui vous rend confiance. On a eu un accueil très, très intéressant. C'est un vœu pieux ou c'est vraiment... Non, pas du tout. Aujourd'hui, la messe est dite. On a présenté nos produits à nos distributeurs en juin-juillet. Très bon accueil. Ils l'ont présenté aux particuliers lors des salons d'automne qui se sont déroulés entre août et fin octobre. Et c'est un bon indicateur, ça ? Et donc ça, c'est un très bon indicateur. Donc la réponse est très positive. On ne s'est pas trop trompé cette année, donc c'est bon. Vous parliez, François Feuillet, de croissance organique et donc de croissance externe. On vous attend parce que c'est un discours apparemment qu'on entend. Il y aurait potentiellement des sites d'acquisition. Est-ce que... Alors sans évidemment dévoiler tout, parce que sinon derrière ça va vous plomber votre deal, mais on sait plutôt dans quel pays. Est-ce que ça sera quelque chose de structurant? Est-ce que c'est vraiment dans les prochains mois ou plus tard en 2020? Trigano dispose des capacités financières fortes, puisqu'on a une trésorerie positive, et donc on est capable d'acheter pratiquement ce qu'on veut dans le domaine des véhicules de loisirs. Donc ça veut dire que c'est une acquisition qui pourrait être d'envergure structurante? Malheureusement, on va être limité un peu par le problème de l'antitrust, de la concurrence. Parce qu'aujourd'hui, si Trigano voulait grossir, potentiellement ce que vous pouvez racheter, vous devriez céder d'autres choses. Trigano a plus de 30% du marché européen, ce que n'a aucun constructeur automobile. Trigano a plus de 50% de part de marché sur au moins 3 grands marchés européens. Lesquels? L'Espagne, l'Italie et la Belgique. Ouais. Et donc, 40% sur la France et donc la Grande-Bretagne. Donc vous ne pouvez plus grossir. Donc ce que vous dites là, c'est que vous ne pouvez plus grossir. Donc on peut grossir de façon marginale sur des petits constructeurs, sur des niches, faire grossir par la suite, mais aussi on peut grossir sur des activités qui sont proches du camping-car, comme l'accessoire, les fournisseurs, intégrer des fournisseurs pour apporter plus de valeur ajoutée à notre produit. Et là, je pense qu'il y a beaucoup à faire, parce que quand on a les parts de marché qu'on a, on a chez certains fournisseurs une part de leur chiffre d'affaires supérieure à 50%. Donc il faut diversifier verticalement. Voilà, diversifier verticalement. Bon, il faut parler de l'action, évidemment, l'action Trigano. Elle est volatile. Il faut avoir le cœur bien accroché.
en même temps, vous avez plus de 50% vous, du groupe. Ma famille possède 58%. C'est ça, voilà. Oui, vous, la famille évidemment, Feuillet. Au plus haut historique, on était à 180 €. On a, sous 100 €, aujourd'hui, on est à 95 €. On peut dire que c'est une action risquée quand on voit la volatilité sur le titre? Bah, c'est pas une action risquée parce que la baisse à partir de 180 €, qui était un montant assez élevé quand même en termes de multiplicateur, elle est liée à l'effondrement du groupe Tor aux États-Unis qui s'est complètement désintégré. Pourquoi? Bah, il y a eu un phénomène de déstockage des réseaux de distribution aux États-Unis qui font que les ventes du groupe Tor ont baissé de 40% pendant un certain nombre de trimestres. Et donc vous, par capillarité, par effet de contagion. Deuxièmement, donc c'est pas mérité quelque part. Oui, deuxièmement, ils ont acheté le groupe Imer en Allemagne. En Allemagne, à un prix qui était nettement inférieur à celui que payait la bourse, que payait Trigano la bourse, et globalement, bon, sur des chiffres qui étaient publiés pour les résultats du groupe Imer, qui n'étaient pas publics, mais qui étaient très élevés, et qui sont révélés par la suite beaucoup plus bas. Donc, et revoir un réajustement est très possible. Réajustement, il y a le sens de la formule. Revoir les 180 € d'ici, je ne sais pas, 18 mois, c'est réaliste ou c'est... Parce que vous écoutez 180 €, c'était trop cher payé. Je ne fais jamais de pronostic sur le cours parce que je dis toujours que j'essaye de gérer Trigano au mieux et je ne gère pas l'action. Donc, mais je pense que globalement, aujourd'hui, quand on regarde les multiplicateurs, il y a énormément de fonds, énormément de sociétés de gestion patrimoniale qui s'intéressent à Trigano. On est autour de 10 en termes de multiples par rapport aux cours sur bénéfice par action. On est à 10. Au plus haut, sur Trigano, on était à 16. Donc, vous écoutez... Il y a certainement un peu de possibilité entre 10 et 16. Bon. Après, on se dit 350% de hausse du titre en 5 ans. Difficile de faire mieux, là. Hein. Oui, on a été un peu primé un peu pour ça, mais bon, l'histoire de Trigano est une histoire merveilleuse. Entre le moment où j'ai acheté Trigano pour 10 centimes d'euros. On est quand, là? Et on est en 1986. Ouais. Et aujourd'hui, donc, il y a eu une certaine évolution. Il y a eu de la création de valeur. Ouais. Donc il y en a sous le capot pour Trigano en termes de potentiel sur le titre, pour vous? Bah, potentiellement, oui, c'est ce qu'on voit. Maintenant, on attend les nouvelles économiques mondiales. Mondiales, non, surtout européennes, pour le coup. Parce que pour le coup, oui, mais ça a aussi de l'influence au niveau du prix des matières premières, sur l'évolution. Mais on vous sent quand même optimiste. Alors après, c'est votre boulot aussi de montrer... Vous ne forcez pas le trait? Vous êtes vraiment optimiste sur l'année 2020? Je dis je suis modérément optimiste, mais reste optimiste. Sachant que ma famille a vocation à rester au capital au niveau où on est. On va y rester pendant de nombreuses années. Et donc, franchement, j'ai aucun intérêt à voir l'action monter ou l'action baisser. Donc, je suis modérément optimiste, mais je suis optimiste. Bon, voilà. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. François Feuillet, le PDG de Trigano, le roi du camping-car. Je ne le dirai plus, c'est promis. Merci d'avoir été avec nous en direct à vous. sur Boursorama. Au revoir.